guider à travers notre apprentissage au sujet de la fermentation, c'est Geneviève Drisdel de l'Alimenteur pour tous. Geneviève est une nutritionniste holistique certifiée qui a décidé de lancer une entreprise de légumes lacto-fermentés comme façon de récupérer des légumes qui seraient gaspillés par des fermiers locaux. Sa passion pour cette méthode traditionnelle de fermentation pour préserver les récoltes est à ne pas manquer. Alors, sans plus tarder, Geneviève Drisdel. Je vais juste sortir mes notes. Je vais juste prendre un petit moment pour te remercier, Maïna, pour l'accueil chaleureux, mais aussi pour le temps que tu as dévoué pour la création de ce training. Fait que, ça a vraiment été une expérience enrichissante. Puis j'en suis très reconnaissante de l'énergie que tu y as mis. Pareil, comme que je suis sûre que les participantes sont d'accord avec moi. Ça fait que merci encore une fois, puis vraiment bravo pour le succès de ce training. C'était vraiment bien. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme que Maïna a dit, on va parler de fermentation. Donc, avant de continuer, soit dans le chat ou vous pouvez vous enlever de la sourdine. Si quelqu'un veut partager soit les sortes de fermentation qu'ils connaissent, des produits à base de fermentation qu'ils consomment régulièrement, ou si vous avez même déjà expérimenté avec le processus de fermentation vous-même. Juste voir ici, je vais ouvrir le chat pour voir moi-même qu'est-ce qui est là. Ah, fait qu'on a la choucroute, le kimchi, les sauces épicées, la bière, très bien, d'autres kimchi encore. Ah, il y a des gens qui partagent ici, Martin partage qu'il n'a jamais essayé, il est un peu nerveux, mais c'est correct, on va passer ça aujourd'hui, on va voir si c'est facile, puis c'est pas aussi dauntant que ça a l'air. Le kombucha, la choucroute, le kimchi, c'est vraiment des produits de base. Puis la choucroute, très bien. Merci tout le monde pour avoir partagé. Donc, c'est ça. Il y a aussi le pain au levain, les yogourts, le vin aussi, les fromages, des viandes, les kéfirs. Donc, il y a vraiment beaucoup de produits qui sont à base de fermentation que sont devenus tellement des produits qu'on utilise beaucoup, mettons comme le vinaigre, qu'on oublie qu'ils suivent un processus de fermentation. Donc, la fermentation est une méthode de transformer des aliments, puis ça date depuis très longtemps. Donc, je vais juste partager mon écran avec vous une seconde ici. Je vais mettre dans le chat ce que je vais partager avec vous. Donnez-moi un petit instant, ouvrir ça. Ploum, ploum. Bon, je vais le mettre ici dans le chat. C'est une ligne de temps qui montre comment nos aliments ont évolué. C'est très intéressant à voir. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Parfait. Puis le lien dans le chat aussi, si vous trouvez, c'est plus facile. Donc, on peut voir, et ça commence vraiment de base, de l'eau et de la glace. Ils ont vraiment été loin avec cette ligne ici. Mais on peut voir, vers les années 10 000 BC, il a commencé à avoir du pain. Alors maintenant, ce pain-là, c'était juste vraiment une pâte de base, farine ou sel. C'était pas un pain levé du tout, mais les anecdotes disent que vers les années 7000 BC, quand que le vin et la bière ont commencé à se faire, qu'on peut voir ici, auraient été les premières fermentations, que par accident, cette pâte de pain-là aurait été laissée dans un environnement où il y avait une fermentation de vin et de bière qui se faisait et ces bactéries-là dans l'air, donc ça aurait été une fermentation sauvage, seraient mêlées dans la pâte à pain, qui aurait fait que le pain serait levé un peu. Donc, c'est pas le pain à base de levain ou du sourdough comme on le connaît maintenant, mais ça aurait été les premiers liens de fermentation un peu plus développés, comme on peut voir, ça date de loin. Si on continue un peu plus loin, on voit à peu près 2000 ans après, donc dans 5000 BC, on commence avec les yogourts. Donc ici, de nouveau, l'anecdote est que du lait frais aurait été laissé à une température ambiante et exposé à l'air et que par accident, les cultures dans l'air seraient mélangées puis auraient fermenté le lait.
Donc, dans ce processus, je pense qu'on peut sous-estimer qu'il y a probablement eu des désastres qui n'étaient pas mangeables, mais tant qu'on développait, tu sais, la méthode scientifique puis tout ça, avec l'évolution, les liens se sont fait faire qu'il y avait une réaction qui se faisait, qu'on pouvait refaire avec un résultat consistant. Fait qu'on voit un peu plus loin ici, là, les pains à base de levure auraient commencé. Puis, si on continue aussi encore plus loin, là, on voit les pickles, les préserves ici. Puis, on peut sous-estimer que ça aurait été à base de processus de lactofermentation, car le vinaigre n'aurait pas été découvert ici avant un autre 600 ans plus tard. Donc, on peut vraiment voir que c'est des choses ça fait longtemps qu'ils existent avec nous, des méthodes de fermentation. Retourner à mes notes ici. Super. Donc, c'est ça. Puis, avec le temps aussi, il n'était pas trop clair sur la ligne, mais on aurait eu des fermentations beaucoup plus sophistiquées. Fait que genre comme le tamari, le miso, fait que vraiment les produits à base de soya qui auraient été fermentés à plus long terme, les viandes aussi, qui auraient eu des processus un petit peu plus concrets de fermentation. Donc, aujourd'hui, on va spécifiquement parler de la lactofermentation, aussi connue comme la fermentation lactique, ou moi, j'aime bien le référer à la fermentation sauvage. Donc, contrairement à ce que le nom suggère, la lactofermentation ne contient aucun produit laitier. C'est une question qui est souvent posée, alors on va la sortir dès le début. Donc, le terme lacto ici vient de la famille de bactéries Lactobacillus, qui est le nom italien ou en français, ça serait la famille Lactobacilles. Fait qu'elle joue un gros rôle dans la fermentation, spécifiquement comme on va parler aujourd'hui de légumes. Dans ce processus de fermentation, il y a la création de l'acide lactique qui se développe dans le processus. Et c'est là que le goût, genre egg de la choucroute ou le tang dedans les pains à base de levain va venir de. La fermentation n'a pas seulement aidé à l'évolution de nos cuisines, elle nous amène aussi beaucoup de bienfaits sur la santé. Donc, je ne vais pas aller extrêmement en détail, mais c'est quelque chose qui est bon à reconnaître, des façons qu'on peut rajouter ces bienfaits dans notre santé, dans notre alimentation, pour vraiment avoir de bons résultats. C'est une façon très économique de se garder en santé, de supporter notre système immunitaire et notre digestion. Donc, c'est quelque chose qu'on va élaborer un peu. Donc, les aliments lactofermentés sont devenus très populaires dans les dernières années parce qu'ils sont une source importante de probiotiques et de prébiotiques. Donc, je suis sûre que c'est des termes que vous avez entendus un peu plus dans les dernières années, surtout probiotiques. Prébiotiques, peut-être un peu moins. Mais donc, des probiotiques font partie de notre microbiote. Donc, c'est un rassemblement en symbiose de bactéries bénéfices et de levures qui vit dans notre corps. Fait qu'il est estimé que pour chaque cellule humaine qu'on a dans notre corps, il existe en fait 9 cellules bactériennes. Ça fait que c'est vraiment important d'avoir ces micro-organismes-là pour nous aider à assurer qu'on demeure en bonne santé. Ça fait que ça peut influencer, comme j'ai mentionné, notre système immunitaire, la digestion, mais aussi la pression sanguine. Puis, ils ont découvert dans les dernières années, et c'est vraiment innovateur, ils ont fait un gros lien entre notre microbiote et aussi notre santé mentale. Il y a plusieurs recherches là-dessus. Vraiment, il y a beaucoup de livres. Si c'est quelque chose que vous voulez savoir plus loin, je vous recommande de soit faire une recherche sur PubMed, qui est toutes des recherches médicales, ou aussi faire un tour à la bibliothèque. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce livre ici, c'est Three Brains. C'est un naturopathe, Karen Jensen, qui l'a écrit, mais il y a vraiment beaucoup d'informations là-dedans, faciles à capter. Donc, les probiotiques
on l'entend souvent dans des aliments comme le yogourt. Mais en fait, ça existe dans n'importe quel produit fermenté. Puis, donc, ces bonnes bactéries ici, surtout si qu'on parle pour les légumes, c'est des bactéries qui vont se trouver dans un sol qui est riche, un sol aussi qui est en santé. Donc, c'est là où c'est important de supporter nos fermes locales, surtout ceux qui font des méthodes traditionnelles et régénératrices. C'est là aussi qu'on parle des bienfaits de jardiner, passer du temps en nature. On a tout accès à ces bonnes bactéries-là dans ces environnements-là. Donc, j'avais mentionné aussi des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est des fibres solubles. Donc, la meilleure façon à décrire la différence entre les fibres solubles et insolubles, ça serait prendre, mettons, une cuillerée de son de blé. Si tu serais pour la mettre dans un verre d'eau, puis tu la brasserais, ça se dissoudrait pas. Tu verrais encore très bien les flocons de son. Par contre, si on prendrait genre une qualité de genre métamucil, qui est peut-être un fibre que les gens connaissent un peu mieux, dans un verre d'eau, il va se dissoudre, la texture de l'eau va changer. Donc, ces prébiotiques-là sont importants parce qu'ils nourrissent les bonnes bactéries qui vivent en nous. J'aime souvent décrire ça comme un exemple d'amener nos valises quand on va en voyage. On va avoir un meilleur temps si on est bien préparé. Puis aussi, ces prébiotiques-là sont très importants pour le système immunitaire, mais ils réduisent l'inflammation grandement parce qu'ils aident à une bonne élimination des toxines et des déchets. Donc, ça, c'est vraiment un gros point fort pour les légumes fermentés ou les produits lactofermentés, et c'est là où leur popularité est devenue dans les dernières années. Un autre bienfait aussi, c'est que dans le processus de la fermentation, les bactéries lactiques vont genre digérer les légumes. Donc, comme on expliquait un peu avec les fibres, mais ce qui va nourrir les bactéries dans le processus, c'est qu'ils vont surtout digérer les grosses molécules de glucides ou les sucres qui sont présentes. Donc, par exemple, pour le yogourt, le lactose dans le lait vont nourrir les bactéries qui vont faire en sorte que la fermentation va se faire. Ou dans le cas aujourd'hui, avec l'exercice qu'on va faire avec les carottes, les grosses molécules de glucides dans les carottes, c'est ça qui va nourrir les bactéries qui va causer une fermentation. Un exemple de comment ça peut aider avec la digestion des aliments, ça serait vraiment un bon exemple, c'est le chou cru. Donc, il y a des gens qui trouvent que manger du chou cru, ça peut les donner de la flatulence, des gaz, des crampes, mais contrairement, manger de la choucroute, qui est un chou fermenté, va être beaucoup plus facile à digérer et ne causera pas nécessairement ces malaises. Un autre super de bon exemple, c'est pour les gens qui sont sensibles au gluten, donc pas allergiques, mais les gens qui ont une sensibilité au gluten trouvent qu'ils sont capables de manger quand même un pain à base de levain parce que le gluten, qui est une grosse protéine, aurait été digéré. Donc, ceci, ça se fait grâce à l'activation d'enzymes. Les enzymes, moi, je les décris comme des gros ciseaux. Ça va couper les molécules dans des sections plus petites. Mais dans ce processus ici, ça va aussi aider qu'on puisse avoir accès à les vitamines et les minéraux qui se trouvent dans nos légumes crus. Dans ce cas ici. Donc, les minéraux comme le fer, le zinc vont être beaucoup plus faciles à absorber. Puis ça qui est le fun aussi, il y a des vitamines qu'on fait, nous, dans notre système digestif à base de fermentation. Donc, la fameuse B12 est quelque chose qu'un intestin sain va être capable de produire soi-même dans toutes les espèces animales. Donc, avoir une bonne microbiote va aider à ça. Puis aussi, la vitamine K2. Donc, la vitamine K1, on va l'avoir d'après nos légumes feuillus verts, mais c'est la K2 qui va vraiment aider surtout à la santé sanguine, la texture de notre sang. Puis celle-là se fait à base de fermentation. La K1 va se transformer en K2 dans la digestion, mais en faisant des ferments, naturellement, la K2 va se produire. Donc, c'est des façons qu'on peut rajouter
à notre alimentation, à notre santé, sans nécessairement débourser pour des suppléments qui peuvent être chers. Ça peut causer aussi de la confusion à savoir quelle marque, sous quelle forme, sans rappeler des prendre. Donc, rajouter juste un peu d'aliments fermentés peuvent porter beaucoup de bonus. De plus, aussi, pour aider au niveau de la digestion, c'est quelque chose de très bien à rajouter. Pour nous, ici, l'hiver, quand il fait froid, comme ça, on a tendance à manger des repas plus pesants. On va manger plus de légumes. Mais là, ça m'échappe en français, genre des root vegetables, nos patates, nos carottes, nos choux, nos navets, parce qu'ils se préservent mieux pendant l'hiver. Mais c'est aussi des légumes très riches en glucides complexes. Donc, à rajouter un peu de fermentation, de légumes fermentés, ça peut aider avec ça. Puis, rajouter de la fraîcheur quand on mange beaucoup d'aliments cuits aussi pendant l'hiver. C'était quelque chose qui était fait très traditionnellement pour aussi garder les vitamines dedans notre système pendant l'hiver. Donc, nos ancêtres auraient fait des choses comme ça. Une autre chose aussi, c'est sans oublier que c'est une méthode de préservation aussi. Donc, contrairement au canage, les légumes lactofermentés sont crus. Comme que j'ai décrit, les nutriments sont encore très actifs et disponibles. Puis, on va voir aussi un peu plus loin, tant qu'on va décrire le processus, c'est beaucoup plus simple que le canage. On n'a pas besoin de stériliser l'équipement. Contrairement, on veut accéder les bactéries. Donc, on ne veut pas utiliser des savons antibactériens ou des choses comme ça. Puis aussi, on n'a pas besoin de submerger dans l'eau bouillante, des processus comme ça, puis ça va très vite. On va se faire un pot aujourd'hui, puis à part de patienter que ça fermente, ça va vraiment pas nous prendre beaucoup de temps. Donc maintenant, je vais juste expliquer le processus un peu plus de la fermentation, mais avant ça, je vais juste vous ouvrir la parole, voir s'il y aurait des questions. Fait que là, tant que je parle, j'ai mon script, je peux pas, je vous vois pas tout. Donc là, c'est ça, on va voir ici, puis voir s'il y a des questions ou des commentaires. Alors, je vois que les gens ont rajouté des choses qui fermentent. Donc oui, l'ail et le miel, que c'est bon, ça c'est vraiment bien, super bien pour le système immunitaire pendant l'hiver aussi. Puis la saveur est très bonne. Le vinaigre de cidre de pomme. Les navets, les betteraves, oui, c'est vrai, ça va. Il y a des cultures qui utilisent beaucoup de ferments naturellement, dont ici, comme que Vicky mentionne, dans les mets libanais. Fait que, y a-t-il des questions? Vous pouvez soit vous enlever sur la sourdine ou mettre quelque chose dans le chat, puis sinon, c'est correct, on va continuer. Parfait. J'espère sûr tout le monde a le temps. Moi, je tape lentement. J'espère sûr tout le monde est bon. Excellent. Fait que là, on va continuer. Donc, juste, on va expliquer le processus de la lactofermentation. Puis ensuite, on prendra une pause de 10 minutes pour rassembler nos ingrédients. Puis on s'y prendra. Mais j'avais pensé que ça serait plus facile de capter l'information du processus au début pour comprendre pourquoi qu'on va suivre comme qu'on va. Donc, la lactofermentation compte sur vraiment quelques ingrédients de base. Ça fait que dans notre cas, aujourd'hui, on va faire les légumes. Donc, on va rester un peu plus sur ce sujet-là. Donc, ça prend des légumes, des bactéries, du sel, puis de l'eau si on ne fait pas un scellage à sec. Je vais expliquer un peu plus tard. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va avoir besoin de l'eau parce qu'on va faire des bâtonnets de carottes.
Donc, pour une lactofermentation, on rajoute donc du sel à des légumes, puis l'important, c'est qu'on limite le contact avec l'oxygène. Fait que cela crée un environnement idéal pour le développement des bonnes bactéries, de nouveau les bactéries lactiques, qui vont repousser les micro-organismes indésirables. Donc, ça pourrait être le E. coli, la salmonelle, botulism. Je pense que c'est pas mal pareil en français. Mais c'est ça, ça fait que ça va créer un environnement indésirable pour les micro-organismes qui pourraient être nocifs. Ça fait que pas mal n'importe quel légume peut être fermenté. Ça fait que vraiment, l'imagination peut emporter ici. Il y a certains livres qui vont peut-être décourager certaines parties. Donc, genre comme les fleurs de brocoli peuvent être un peu difficiles à fermenter, mais les tiges, ça c'est notre histoire, c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est vraiment le règle qu'on peut suivre. C'est si que le légume est comestible cru, il serait pas mal comestible lactofermenté. Ça fait que pour commencer, on veut rincer les légumes à l'eau courante, mais comme j'ai mentionné, c'est important qu'il y ait quand même des bactéries à la surface du légume. Donc, on ne veut pas utiliser de savon ou de produits pour laver le légume. Puis c'est là aussi, de nouveau, que je vais vraiment stresser. C'est important le plus possible d'avoir des légumes locaux et biologiques. Si, par contre, c'est pas quelque chose qui est accessible à vous, je suggérais de quand même bien laver le légume à l'eau courante, une eau tiède, mais dans ce cas, je suggérais d'enlever la pluie. Donc, avec les carottes, moi, d'habitude, je laisse la pluie. Pour un navet, par contre, on enlèverait la pluie. Mais comme genre les betteraves aussi, je laisse la pluie, mais si que ça aurait été des carottes qui auraient été poussées de façon conventionnelle, où on risque d'avoir eu des pesticides, des choses comme ça, on voudrait enlever la pluie pour faire sûr qu'il n'y ait pas ces résidus qui se mettent dans la saumure. Des légumes qui sont vraiment gagnants pour commencer vos expériments en fermentation sont le chou, pour votre choucroute, les carottes comme qu'on va faire aujourd'hui, les betteraves et les concombres pour faire des cornichons. Donc, le sel joue un grand rôle dans la fermentation des légumes. D'une part, il aide le démarrage de la fermentation en favorisant le développement des bonnes bactéries, mais c'est vraiment propice pour créer cet environnement-là de micro-organismes indésirables. Puis aussi, le sel va vraiment aider à conserver la texture du légume. Donc, de nouveau, contrairement au canage, vu que les légumes sont crus, ils vont demeurer croustillants. Ça fait que pour choisir le sel, donc dans la liste recommandée pour aujourd'hui, j'ai suggéré un sel de mer, parce que je trouve qu'il est très disponible, mais un sel de mine ou comme un sel Himalaya ou même un sel de mer blanc ou gris est vraiment correct. Les choses qu'on veut éviter, c'est on veut en fait, lire la liste d'ingrédients du sel, ça sonne drôle, on assume que du sel, c'est du sel, mais on veut un sel où il n'y aurait pas eu d'iode ajouté ou de anti-agglomérant. Donc, ça serait pour pas que son sel fasse des motons. Mais ces ingrédients ici vont avoir un effet sur le goût de vos ferments. Puis, l'iode va en fait nuire au processus de la fermentation et ça se peut que ça se développe pas complètement. L'important, c'est vraiment de vérifier sur vos ingrédients que ça met juste sel. Moi, je fais tous mes ferments à base de sel de mer, soit du gros sel ou du sel fin, mais les deux portent les mêmes résultats. Donc, le ratio de sel est très important aussi pour la fermentation. Donc, un ratio de 2%,
c'est là aussi, je pense que la fermentation devient dauntant pour des gens, c'est ce ratio de sel-là, parce que ça peut devenir complexe, surtout si on fait une petite recherche, puis on voit des formules qu'il faut faire, ça peut définitivement être un peu dauntant. Mais pour ça, que moi aussi, quand j'ai commencé mes essais en ferment, j'ai trouvé que c'était intimidant. Donc, c'est là que moi, j'ai opté pour faire des saumures. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va dissoudre du sel dans l'eau, contrairement à faire un sellage à sec. Je vais décrire ça sous peu. Donc, un pourcentage de 2% du poids des légumes de sel convient la plupart du temps. On va simplifier ça avec une saumure. Ça fait qu'on peut aller vraiment n'importe où. Donc, quand j'avais ma business de ferment, je faisais en fait une saumure plus près de 3% parce que le plus de sel que tu as, le plus longtemps ton produit va se conserver. Puis, vu que c'est quelque chose que je vendais au public, tu sais jamais ce qu'ils vont l'acheter puis le mettre dans le fond du fridge puis pas le rouvrir pour longtemps. Donc, tu veux allouer un produit qui va être plus stable. Aujourd'hui, on va faire un 2,5%. Puis ça, c'est vraiment en raison que les températures sont un peu plus froides, qui va avoir un effet à la vitesse dont la fermentation va se faire. Ça fait qu'on va opter pour genre un point du milieu. Mais n'importe où, entre 2% et 4%, va quand même allouer un environnement pour la fermentation, puis va aussi quand même avoir un bon goût. On pourrait mettre plus de sel, mais ça ne sera pas nécessairement mangeable. Ça fait qu'on veut vraiment quand même que ça soit quelque chose de plaisant. Donc, je vais juste décrire un peu plus les deux méthodes pour rajouter le sel. Donc, il y a le sellage à sec. Ça, c'est une méthode qu'on va utiliser pour la choucroute ou pour n'importe quel autre légume qu'on va râper, on va vraiment masser le sel, parfois on va vraiment les écraser, puis ça va faire, le sel va faire que les jus naturels du légume vont sortir pour les submerger. Ça fait que ça, c'est d'habitude, c'est là où que tu vas faire ton 2%. Puis c'est là que parfois ça peut être un peu intimidant, mais par exemple, si on aurait 1 kilo de choux râpés ou hachouillés, on voudrait rajouter 20 grammes de sel. Donc, ça, c'est faisable si on va aller pour un montant fixe, mais parfois, si on a un demi-chou, on risque de peut-être manquer notre shot un petit peu. Donc, pour une saumure, hein, c'est là où on va prendre des légumes que soit qu'on va garder en gros morceaux ou entiers. Donc, aujourd'hui, avec nos bâtonnets de carottes ou avec des cornichons ou des cocombes, pardon, pour faire des cornichons. Donc, on ne va pas extraire l'eau parce que la pluie, on va garder l'eau à l'intérieur du légume en majorité. Donc là, on va baser les calculs sur le volume du contenant ou le volume ou le poids de l'eau. Donc, c'est pour ça, dans les directives pour les ingrédients aujourd'hui, la grosseur du pot puis la quantité d'eau était très spécifique. L'eau aussi, ça fait qu'on veut encourager une fermentation, on veut les bactéries. Donc, un eau qui contiendrait du chlore aurait un effet contraire à la fermentation. Mais si que vous n'avez pas accès à de l'eau filtrée, pour n'importe quelle raison, vous pouvez laisser l'eau reposer à l'air pendant 30 minutes, puis le chlore devrait s'évaporer. Donc, quand que je faisais mes ferments pour ma business, je faisais des ferments dans des gros bocals de 8 gallons. J'utilisais juste de l'eau du robinet parce que ça aurait pris trop de temps à le filtrer. Puis, il y avait vraiment un grand succès. C'était vraiment juste à le laisser évaporer. Puis, à vérifier aussi dans vos municipalités les traitements d'eau que votre endroit fait. Jen, dans le chat, on a une question qui demande si on peut utiliser de l'eau de pluie, well water.
Oui, ça fait que d'habitude, oui, ça serait juste à vérifier. Parfois, l'autre puits va être lourde. Fait que ça, c'est à vérifier, voir. Fait que souvent, quand elle est lourde, c'est parce qu'il y a beaucoup de minéraux. Puis, ça se peut que la fermentation soit juste plus lente. Ça fait que dans ce cas, tu voudrais garder ton ratio de sel bas. Fait que je commencerais avec un 2%. Puis, ça se pourrait que ça produise un peu plus de temps à fermenter. Je vais aller un peu plus dans les détails sur les considérations pour ce qui va faire la vitesse. Je vais juste voir si j'avais une autre question. Il y avait une question plutôt de Bill par rapport au gluten-free. Je pense qu'il voulait peut-être plus d'informations là-dessus. Si tu veux, tu peux en parler tout de suite ou bien l'amener plus tard, là. On peut en parler tout de suite, comme vraiment, moi c'est vraiment comme on veut, du moins que les gens ne trouvent pas que ça coupe. Je pense qu'il restait juste à mentionner les choses qui vont affecter la vitesse de la fermentation, donc c'est facile à revenir. OK. Bill, did you want to expand a bit on your question or Est-ce que tu veux parler un peu plus de ta question? Tu parles de gluten-free, donc exemple de gluten. Question, donc, Bill, on t'écoute. Thank you. I am celiac, so I'm just. Moi, je souffre de la maladie de cœliaque, donc je voulais savoir s'il y a des astuces pour exclure le gluten. Par exemple, je ne savais pas ça avant. OK, d'accord. Puisque tu es cœliaque, il faudrait éviter le gluten, mais bon. Il y a des gens qui ont trouvé qu'ils ont développé des sensibilités au gluten, mais ils ne sont pas cœliaques, mais que ça leur affecte la digestion s'ils mangent les produits qui contiennent le gluten. Donc, la fermentation de le pain au levain serait plus digestible pour ces gens-là. Mais les personnes cœliaques doivent éviter tous les produits de gluten, que ce soit des produits fermentés ou non. Ceci dit, je n'ai jamais trouvé cela en magasin, mais tu pourrais essayer de faire ton propre levain avec des farines que tu peux manger. J'ai fait des tests avec... j'ai pas très réussi, ça n'a pas été très réussi, mais on a quand même joué avec la farine de patates douces ou d'igname. Ça ajoutait d'autres sucres au mélange. Parce qu'avec les farines, exemple de gluten, souvent le ratio de la protéine au féculent n'est pas très élevé et ça donne donc des pains très denses. Cette farine, l'ajout de cette farine a donné une texture plus moelleuse. Alors, donc, mais si tu veux faire un peu de recherche à ce sujet, depuis la pandémie, il est devenu tellement plus facile de commander des choses. Donc, peut-être qu'il y a des entreprises qui peuvent livrer au Canada de tels produits. Et tu voudrais peut-être vérifier aussi auprès de magasins d'aliments santé à Sackville. On ne peut même pas, c'est qui est spécialisé en l'exemple de gluten. Donc, eux, ils auraient probablement une solution pour toi. Oh, great. Sarah knows the Cackling Goose on York Street. Yes, thank you. Ah oui, c'est le Cackling Goose, sur la rue York. C'est Sarah qui le dit. Ah oui, oui. Je n'étais pas sûr si c'était le bon nom, mais oui, je pensais que c'était le restaurant. Je pense qu'il y a une seule question qui reste, ou deux. Est-ce que tu recommandes d'utiliser une balance? Oui, quand on viendra de la pause, vous allez venir faire un tour dans ma cuisine et je vais vous montrer la balance que j'utilise.
pour peser les légumes, les épices, etc. J'ai fait les calculs pour cette recette et pour que personne n'ait à acheter une balance. Mais oui, il faudrait donc peser vos ingrédients afin d'établir le bon ratio. D'autres questions? La boulangerie allemande, Hillsborough n'est pas exempt de gluten. Ils ont des produits sans gluten, mais ils sont des produits sans blé. Ils font du pain au levain, mais je ne crois pas que le pain au levain soit sans gluten. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait, il y a quand même quelque chose d'utile à cet endroit-là. Cette boulangerie fait beaucoup de produits et ils ne peuvent pas donc garder, ils ne peuvent pas isoler les produits sans gluten. Moi, j'ai travaillé dans un magasin d'aliments naturels pendant 20 ans. On a produit beaucoup de pain et on savait que ce n'était pas des pains certifiés sans gluten. Donc, je n'étais pas sûr s'ils avaient changé ça ou... Une question? Alors, je reviens à mes notes. Le switch de français à anglais, ça m'a pris une petite minute. Donc, c'est ça. Ça fait que là, ensuite, c'est la lactofermentation. Fait que c'est une fermentation anaérobique, qui signifie qu'on ne veut pas d'oxygène dans nos bocaux. Donc, les bactéries lactiques sont les seules qui peuvent se développer dans un milieu salé, acide et surtout sans oxygène. Donc, c'est là où que c'est une méthode qui est quand même très facile à avoir du succès tant qu'on suit tous les points. Puis on fait sûr que nos légumes sont bien submergés, soit dans leur propre jus avec un scellage à sec ou avec la saumure. On va toucher quand on rentre dans la cuisine tantôt. C'est ça. Je pense que j'ai dit ça, mais au raccourci. Donc aussi, dans la fermentation, quelque chose qu'on n'a pas discuté jusqu'à date, c'est que ça va naturellement créer un gaz carbonique. Donc, tant que les bactéries vont digérer les grosses molécules de glucose, puis glucides, puis de fibres. Donc, pareil comme quand nous, on mange, on va éliminer, les bactéries vont faire la même chose et ça va créer du gaz carbonique. C'est normal, mais aussi, on ne veut pas que nos bocaux explosent. Donc, moi, je vais garder ça tellement simple aujourd'hui. On utilise un pot. Donc, ça sera juste à dévisser le couvercle de votre pot 1 à 2 fois par jour pour en sortir les gaz. Fait à moins que vous chauffez votre maison à 25-30 degrés une fois par jour va être suffisant pour ce temps-ci de l'année. Mais dans l'été, si vous continuez ou à la fin de la saison, les récoltes de vos légumes, ça se peut que vous allez vouloir soit vous mettre un petit timer, puis je vais vous montrer des vidéos plus tard, ou que vous voulez faire sur des dévisser puis sortir le gaz, ou vous pouvez aussi acheter des couvertes spéciales avec ces genres des petites choses qui vont aider à sortir le gaz. Donc, tu vas les voir souvent dans la fermentation de bière, puis de vin. C'est vraiment pas dispendieux, mais si vous voulez investir, ça peut vraiment valoir la peine. Donc, c'est ça, comme j'avais promis, des choses qui vont affecter la vitesse de la fermentation. Fait qu'en outre, vraiment, ça dépend de vos goûts. Fait que le plus que la fermentation est longue, le plus que le légume va devenir acidulé et tendre. Ça fait que dans le cas, mettons, de la choucroute, ça, je dirais aller au moins un minimum de 3 semaines à 1 mois. Mais moi, d'habitude, j'y vais, 2-3 mois avec ma choucroute. Tandis que mes carottes,
5 à 7 jours facile pendant l'été. Mais là, dépendant comment la température va aller dans la prochaine semaine, ça se peut que vous trouvez que ça aille jusqu'à 9 jours. Fait que c'est ça, la température va jouer un gros facteur. Plus il fait chaud, plus vite que les légumes vont se transformer. La grosseur des légumes va avoir un effet. Donc, on penserait que plus gros le légume, plus longtemps la fermentation, mais ça peut vraiment être le contraire. Car avec, mettons, carottes râpées, par exemple, comparativement à des bâtonnets de carottes, vu qu'on va utiliser, tu vas créer ton mélange de sel, un sellage à sec, tu vas avoir un ratio plus grand. Le sel va continuer d'extraire le liquide. Donc, en fait, ça va être une fermentation plus lente dans ce cas. La quantité de sel va avoir un effet. Donc, pendant l'été, si vous êtes très occupé, vous allez en voyage ou quelque chose comme ça, puis vous avez des ferments que vous voulez faire, ben dans ce cas-là, je vous recommanderais de mettre un ratio de sel plus élevé, donc plus vers 3,5 %, puis même de le laisser dans le frigo si vous n'avez pas quelqu'un à venir extraire le gaz. Fait que vraiment, des fois, c'est comme avoir un petit animal de compagnie. Puis il faut avoir quelqu'un pour venir vérifier ici, faire sûr qu'ils vont correct. Puis le choix aussi des ingrédients peut avoir une différence sur le temps de la fermentation. Donc, si tu vas rajouter, mettons, des épices qui ont des saveurs très fortes, donc des sauces piquantes, des choses comme ça, tu voudras peut-être pas nécessairement qu'ils fermentent extrêmement longtemps, parce qu'il va venir plus en plus épicé tant que les piments forts, par exemple, se digèrent pendant qu'ils fermentent. Je vais juste voir si vous avez des questions sur cette partie-là. Je sais qu'on avait déjà couvert pas mal dans le chat sur ce point-là. Une petite anecdote sur, parce que là, je vois qu'on fait bien sur le temps, une petite anecdote sur comment que j'ai comparé avoir des ferments qui vont à un animal de compagnie. Donc, quand j'avais ma business de ferments, fait que c'était en partenariat avec Philippe Gervais, il fait du kombucha pour Valk Fermentation. Puis, j'étais partie en vacances au chalet de famille, puis je lui ai demandé de garder un coup d'œil sur mes ferments. Fait que c'était des gros pots, je vais vous montrer des photos tantôt. Donc, tu n'avais pas besoin d'extraire le gaz, j'avais toutes les bells and whistles nécessaires. Puis, jour 2, il m'envoie un message, panique. Puis, comme on avait une salle juste pour fermenter, la température était constante, c'était vraiment, on s'était rendu à un ordre, notre affaire. Puis, il m'envoie un message à la panique, il dit « Ah ben là, il dit tes ferments savent que t'es pas ici. » Ils savent que c'est pas toi qui est là. T'es comme ça va pas, là. Puis il m'a envoyé des photos, puis comme de fait, jamais, c'est la seule fois dans les 5 ans que je fermente que j'ai eu de la moisissure sur mes carottes. J'étais comme, ils sont pas contents. C'est pas toi qui est là, ils le ressentent. Ça fait que c'est vraiment drôle comment que ça peut marcher, ça. Ils ont vraiment... On peut parler des fois comment il y a de l'énergie qui va dans nos aliments puis tout ça. Puis en fait, j'étais convaincue que c'était pas du flou-flou, des idées comme ça après cette expérience-là. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais juste réviser mes notes vite, voir. On fait encore bien sur le temps. Donc, je vais juste prendre une couple de quelques minutes. J'ai pu voir dans le chat qu'il y avait quand même des gens qui étaient très familiers avec des ferments, qui l'ont déjà dégusté. Mais pour les gens que peut-être ils n'ont pas, puis qui savent peut-être pas à quoi s'attendre, c'est peut-être une bonne idée de juste décrire un peu le goût pour pas que ça te prenne par surprise. Donc, ça me fait penser au mime de la madame qui goûte du kombucha pour la première fois, là, puis elle prend sa cible, puis elle fait comme puis elle en prend un deuxième, puis elle est comme Fait que des fois, ce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, ça peut nous prendre un peu par surprise. Donc, le goût des lactofermentation, fait que c'est acidulé. Il y a définitivement des nuances. C'est vraiment comme ça peut être rafraîchissant même, mais ça peut vraiment avoir un goût
comme ça brille. Je trouve vraiment, ça serait comme ça que je le décrirais. Puis les choses peuvent vraiment changer pendant la fermentation. Donc, par exemple, fermenter du céleri peut vraiment avoir, tu sais, il va avoir des goûts d'agrumes qui vont sortir, même un peu, l'anis peut sortir. Fait que vraiment, ça peut vraiment être transformé. Une saveur qui sort de ça, ça s'appelle l'umami. Donc, c'est vraiment appelé la 5e saveur. Elle peut être décrite comme addictive, elle est vraiment savoureuse. Puis, en fait, c'est même très reconnu pour avoir des goûts tellement distincts que le restaurant Noma, donc je vais mettre dans les titres de livres recommandés, puis je vais vous le montrer, il est dans la cuisine tout de suite. Donc, a été nommé 4 fois le meilleur restaurant du monde. Puis, leur menu est basé sur des ferments. Chaque menu plat qui servent a des produits fermentés dedans. Ils sont extrêmement innovateurs dans les techniques qu'ils font. Ils ont vraiment pas peur à explorer. Ils ont pas peur de rater leur coup. Puis dans cette attitude-là, ils ont vraiment eu beaucoup de succès. C'est vraiment ça que j'aimerais amener aujourd'hui avec notre processus de fermenter ensemble aujourd'hui, c'est vraiment juste d'aller avec la curiosité, puis même toute notre cuisine. Il ne faut pas être intimidé d'essayer des nouvelles choses, des nouveaux mets, d'être confortable. Je ne vais pas trop parler de food skills aujourd'hui parce que je trouve que c'est quelque chose qui est quand même important à transmettre en personne, d'avoir le feeling, de voir comment les gens se sentent dans l'espace, ils sont-tu à l'aise, ils sont-tu intimidés, mais vraiment, allez-y avec curiosité, puis n'ayez pas peur de rater votre coup. Souvent, tu peux sortir avec des choses vraiment extraordinaires. Je faisais des ferments pour des gros restaurants, c'est comme Black Rabbit, puis Little Louise, puis j'avais sorti avec un ferment de radis noir qui a quand même un goût assez particulier. Fait que mes amis Brian puis Shannon de Broadfoot Farm me l'ont donné pour jouer avec. Puis j'ai décidé de mélanger des grains de café avec de la pluie d'orange, puis du jus d'orange, puis je les avais coupés en julienne. Puis c'est juste quelque chose qui m'a venu, des radis noirs, c'est vraiment amer. Puis j'étais comme, oh, on va comme garder cette veine-là. Je les ai laissés fermenter pendant une couple de mois. Je les ai mis au frigo, je les ai oubliés. Tu sais. J'étais comme, ah, c'était juste de quoi qu'à venu, tu sais. C'était tellement bon. Je pense que c'est comme une des meilleures ferments que j'ai fait. Puis c'est ça, en fait, j'ai fait le goûter de Black Rabbit. Puis, on a commandé plein. La saison était finie. On l'a planifié sur le menu pour l'année d'après, tellement que c'était bon. Donc, ça vaut la peine d'essayer puis jouer. Tu peux vraiment te surprendre des fois. OK, ben, je vais aller garder mes notes, tant sûr que je saute pas d'étape de mon excitement. Donc, je vous verrai pas, mais gênez-vous pas de vous enlever sur la sourdine s'il y a quelque chose que vous avez une question, puis que je la lis pas tout de suite. Mais avec avoir besoin de couper les carottes, on va pas avancer trop vite. Je veux juste mentionner avant qu'on continue à cette heure que je suis dans la cuisine avec tous mes équipements. Donc, Max avait parlé de peser. Donc, pour mon sel puis mes épices, c'est juste une petite pesée. Elle va vraiment minime dans les détails. Je pense que je l'ai payé 15$. Donc, ça, c'est vraiment handy. Mais pour les plus gros légumes, je vais comme ça. Quand que je fermentais dans mes gros récipients, je vais vous montrer. Fait que c'était bad boy ici. Ben ça, c'était, je faisais des batchs. Fait que je ne m'ai pas acheté une plus grosse pesée pour ça, mais si vous voulez aller industriel comme ça, il vous faudra une plus grosse pesée.
Donc, OK. Fait que tout le monde est prêt? Je vais juste vite passer là pour faire sûr que tout le monde est revenu. Ah oui, vos beaux visages. Ah, super. Merci pour les gens qui ont vos écrans d'allumés. J'apprécie ça. Bon, ben ça, je peux voir. Les gens qui ont les écrans allumés, vous êtes de retour. Parfait. Donc, en premier, on va parler de peau. Donc, idéalement, parce qu'on veut éliminer le plus d'oxygène possible, un pot maçon est suffisant puis idéal. Par contre, des pots comme celui-ci, avec un flip top, marche super bien aussi. Puis, même si que vous avez juste des pots recyclés, c'est vraiment bien aussi. La seule chose à vérifier avec ces pots-là, c'est vraiment prêter attention parce qu'ils ne se scellent pas aussi bien que tes pots maçons. Les pots maçons vont faire 2, 3 tours pour se sceller. Ceux-ci n'en font d'habitude juste un et demi. Donc, ça se peut que tu aies un peu d'oxygène qui voyage. C'est juste vraiment à garder un œil dessus. Mais je l'ai fait en masse avec aucun problème. Mais j'aime juste de le mentionner. Bon, donc, on a notre pot rincé. Si vous avez un lave-vaisselle, même si votre lave-vaisselle aurait rincé votre pot, je vous recommande de le rincer de nouveau. Votre couvercle, vous voulez faire sûr qu'il n'y a pas de rouille dessus. Fait que ça, c'est quelque chose d'important. Vous allez voir avec le temps, par contre, si vous fermentez souvent des pots maçons, vous allez avoir besoin de remplacer vos couvercles souvent parce que le sel va ronger. Okay, Kate. Do you have any questions once your kitchen is up and running again? Hit me up. Donc, si vous avez des questions quand votre cuisine sera de retour en fonction, dites-le moi. Saumure. Donc, dans la recette, on demandait pour 2 tasses d'eau chaude. Elle n'a pas besoin d'être de l'eau bouillante. Si elle est bouillante, c'est correct. Elle va avoir le temps de se refroidir. Donc, moi, j'ai pesé le sel, puis j'ai fait la recette propice à ça que ça soit facile à mesurer ensemble. Donc, dans nos 2 tasses d'eau, je vais juste baisser ça ici pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc, dans mon 2 tasses d'eau, je vais rajouter une cuillerée à table de sel. Et moi, j'utilise sel marin gris fin. Je trouve qu'il dissout très bien. Mais aussi, quand je faisais des grosses batches de fermentation, souvent, j'utilisais du gros sel. On va le brasser un peu. Il ne va pas se dissoudre complètement, mais c'est correct parce que tout de suite, on va les couper nos carottes. Puis, on va rajouter notre assaisonnement si on veut, si vous n'êtes pas obligé. Donc, on peut mettre ça de côté, puis ça va continuer à se dissoudre. Là, on va prendre notre pot. Donc, comme j'avais mentionné, vu que la fermentation crée du gaz carbonique, ça va faire des bulles qui vont monter. Si vous utilisez de l'aneth sèche, on va le placer dans le fond du pot en premier parce que vu qu'il est tellement plus léger que de l'aneth fraîche en tige, il va avoir tendance à monter à la surface qui peut faire que ça peut créer la moisissure plus facilement parce que ça va être plus difficile à submerger tous ces petits bouts d'ail sèche-là. Donc, si vous l'utilisez, c'est quand que vous voulez pour votre aneth. Moi, les enfants aiment beaucoup, donc moi, je vais mettre une cuillerée à thé. Dans le fond. Et on met ça de côté. Je vais juste le secouer un petit peu pour essayer de le distribuer également. C'est juste ça. Si vous utilisez une tige fraîche, il ne va pas monter à la surface, donc vous pouvez en mettre une dans le bas ou vous pouvez les mettre tant qu'on ajoute les carottes. Ensuite, l'ail. Donc, j'ai eu la chance de me rendre au marché du fermier en fin de semaine. J'ai trouvé de la belle ail locale.
L'ail est drôle quand tu la fermentes. Dans certains cas, ça arrive. Moi, ça m'a jamais arrivé, mais j'ai vu vraiment en masse de blogs ou de gens dans les groupes de fermentation dont je suis membre, où leur ail tourne bleu pendant la fermentation. C'est pas nocif, c'est vraiment juste une réaction chimique avec les huiles puis les acides dans l'ail. Comme j'ai dit, dans mon 50 formats, ça m'a jamais arrivé, mais je l'ai vu beaucoup dans d'autres blogs. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être la sorte d'ail, la fraîcheur de l'ail. L'épluchure d'ail, moi, j'ai mon pot de compost ici, mais aussi, c'est la saison des soupes. Si vous voulez garder vos plures dans un sac Ziploc, puis le mettre au congélateur, puis rajouter vos autres plures d'oignons, vos bouts de carottes, si ça, c'est vraiment bien pour faire un bouillon. Donc, on va enlever la petite tige sur l'ail. Moi, j'aime un gros couteau. Sentez-vous à l'aise avec les couteaux que vous aimez. Moi, j'aime vraiment le poids. J'étais vraiment encouragée à faire de la cuisine jeune, donc je m'ai toujours sentie à l'aise avec un gros couteau. L'important avec le couteau, vous voulez faire sûr qu'il est bien aiguisé. En fait, je vais même prendre une seconde pour élaborer là-dessus. Donc, mon couteau, là, c'est pas un fancy couteau d'acier japonais. Donc, eux autres ont des cas spéciales pour préparer, mais tu peux utiliser des lames comme ça pour aiguiser les couteaux. Des fois, tu vas avoir des sets où tu as comme une petite lame que tu passes ton couteau dedans. Fait qu'il y a ça, puis un autre petit fun truc que mon ami avait fait en camping, c'était une tasse qui est rude dans le bas. Fait que surtout des tasses faites de céramique artisanale, des choses comme ça. Tu peux passer ta lame, puis tu fais des cercles avec dessus chaque bord. Puis ça va aider à aiguiser ton couteau. Avec des petits trucs qu'on apprend en camping. Donc, je peux pas voir les commentaires, mon écran comme ça. Je vais juste prendre une minute, faire sûr que tout est beau. Oui, c'est ça. Donc, une cuillère à table de sel dedans 2 tasses d'eau pour la saumure. Oui, puis Alicia qui dit que elle garde aussi les bouts de légumes puis ça pour faire ce qu'elle appelle garbage soup avec les petits bouts. C'est excellent, c'est excellent. On va retourner ici. Donc, si vous voulez mettre l'ail, vous pouvez facilement mettre votre gousse entière. Il y a vraiment rien de mauvais ici là que vous pouvez faire. Moi, j'aime la trancher. Donc, de nouveau, vous allez comme vous voulez, quand vous êtes confortable. Puis, on va les déposer dans le fond. De nouveau, moi, j'aime ça faire ça comme ça. Ça élimine juste la chance qu'il y ait qui flotte. Là, moi, mon ail était toute belle puis collante. Je vais aller me rincer les mains pendant que vous faites cette étape-là. Puis, si vous aimez beaucoup l'ail, sentez-vous libre. Mettez 2, 3 gousses. Si qu'elle est un peu moins fraîche puis moins collante, là, j'en rajouterai définitivement plus si vous voulez que le goût ressort un peu plus. J'ai jamais essayé avec la poudre à l'ail. Je t'arrête définitivement pas du sel à l'ail, mais j'ai utilisé des poudres de 12 épices, puis ça allait bien aussi. Je vais rincer mes mains, je reviens. Bon, super. Est-ce qu'on va à une bonne vitesse? Tout le monde est correct avec ça? Ça a l'air? Gênez-vous pas si vous avez des questions. OK, super. Bon, ensuite, on va passer aux carottes. Look. Donc, moi, j'ai des belles carottes fraîches du marché. Donc, comme on peut voir, la plure est encore vraiment fraîche. Plus tard dans l'année, la plure peut venir rude, tu peux avoir des taches brunes, puis ça serait peut-être idéal d'enlever la plure dans ce cas-là. Mais là, elle est vraiment belle.
moi, j'aime beaucoup garder la pluie dessus. J'aime le goût, la texture, puis aussi, c'est ça, c'est ces bonnes bactéries-là. Donc, vu qu'on veut essayer d'avoir le moins d'oxygène possible dans notre peau, c'est le fun d'essayer d'avoir les morceaux de carottes à peu près la même grosseur. Donc, ça, c'est deux carottes très différentes. Ils vont pas exactement être la même grosseur, mais on va faire notre possible. Donc, on veut aussi voir la hauteur du pot. Fait que tu peux faire des longues mèches de carottes. On va essayer de remplir les légumes jusqu'après, à peu près ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais les petits lips là, ici, là, on va essayer de se rendre à peu près là, dans nos légumes. Moi, j'aime les couper en plus petits bâtonnets. Donc, moi, je vais couper ma carotte en deux, mais vous êtes libre de la garder pour longue si vous voulez. Surtout pour des scissors, des longues carottes, c'est le fun. Donc, quand on va voir, on a deux épaisseurs de carottes ici. Celle-ci, moi, je vais juste la couper en deux. Elle est plus mince, puis elle est vraiment bien correcte comme ça pour la grosseur à peu près qu'elle fermente. C'est pas parfait, mais ça, c'est correct. Le gros morceau ici, ça, je vais le couper en quatre pour faire les bâtonnets. Comme ça. Plou! Fait qu'on va faire une coupe d'autres carottes. Tiens, on va peut-être faire la grosse ici qu'on voit. Ah, celle-là, là, à couper en deux, elle ne sera pas vraiment la même longueur. Hein? Comme si je la couperais en deux, là, ça la descendrait ici. Mais de nouveau, on va essayer de remplir le pot, genre comme en étage. Fait que je vais en couper un bout. Je peux soit la déguster ou la mettre au compost ou la mettre dans mon sac Ziploc pour mon bouillon. C'est comme qu'on veut. Et celle-ci est même encore plus épaisse que celle d'avant. Je vais la couper en deux. Et ensuite, juste pour vous pousser voir, là, je vais la couper en trois. C'est juste pour essayer d'avoir une consistance que toutes mes carottes vont avoir à peu près le même croustillant. Elles ne sont pas toutes parfaites égales, mais c'est juste pour avoir quelque chose un peu plus consistant, puis ça va juste aider avec une fermentation un petit peu plus constante, un goût plus uniforme. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à date? Je vais juste monter ça. Ça va? Bon, ben, pendant que je coupe le reste de mes carottes, je vais peut-être pas, pas le mettre directement. On dirait que ça me rend un peu nerveuse d'avoir un écran comme ça pendant que je coupe. Donc, fait que là, j'en ai coupé trois. Juste pour vous montrer ici comment on va les mettre dans notre pot. Fait que là, c'est normal, là, il va descendre un peu, là, mais c'est correct parce que là, je l'ai juste tassé. Fait que là, on veut les mettre, moi, je trouve que c'est plus facile à mettre le pot parce qu'on veut essayer d'avoir le moins d'oxygène possible. On veut là, les tasser, nos carottes, le plus possible. Dépendant la grosseur ou la largeur de vos mains, vous voulez peut-être un pot correct, une ouverture plus grande, ou vous voulez peut-être prendre même une cuillère en bois ou même des chopsticks ou quelque chose pour vous aider. On veut essayer de les remplir le plus possible. Donc là, j'en ai rajouté encore d'autres. Mais comme vous pouvez voir, là, on veut essayer de les tasser le plus possible. Donc, pendant que je coupe le reste de mes carottes, je vais laisser mon pot sur le bord, comme ça va juste me sauver du travail. Y a-t-il des questions jusqu'à date? Ça va. Comptez-vous libre de vous enlever la sourdine si vous voulez. Vous pouvez aussi partager si que vous êtes un peu plus à l'aise avec la fermentation, puis que vous avez décidé de faire un autre mélange d'épices, sauf l'ail et l'aneth. Comptez-vous libre de le partager. J'en ai déjà fait avec des piments forts. Au curry, c'est le fun. Aussi avec du cumin. C'est vraiment le fun de faire différentes saveurs dépendant des mets qu'on va les ajouter.
J'ai coupé d'autres carottes. Mais à les ajouter. Là, vous allez voir, là, ça va venir à un point, là. Ça va commencer à être un peu serré. Vous allez penser que vous ne pouvez pas en rajouter d'autres bâtonnets de carottes. C'est quoi? Vous allez être capable. Vous allez trouver des spots. Puisque vous allez être capable d'en rajouter d'autres. Vous voulez vraiment essayer de les entasser le plus possible. Des fois, c'est, on va essayer comme un petit trou. Oh, on va rentrer. N'ayez pas peur de pousser. Rentrer, puis vraiment faire sûr que les carottes sont le plus au fond possible. Donc, pour les gens qui ont déjà fait la choucroute, ou si vous avez déjà regardé des vidéos de choucroute, souvent, ils ont un genre de bâton en bois, là, qu'ils vont utiliser pour enfoncer ça, puis vraiment les écraser dans le fond le plus possible. Bon. C'est là, ce que c'est que ça rentre, que c'est le fun, qu'ils sont pas toutes parfaites, les carottes, parce que sinon, il y aurait plus d'espace. Mais le fait que, celle-là rentre pas. Le fait qu'ils sont pas toutes de la même largeur, ça va, en fait, être un bonus. Bon, OK. Moi, mes carottes sont toutes la première layer, parce que moi, j'ai décidé de les faire en deux. On va toutes pousser. De nouveau, si votre mère rentre pas, vous pouvez utiliser une cuillère de bois si vous voulez. Parce qu'ils sont bien tassés, là. Donc, ça, c'est ma première layer. Là, on va faire une deuxième. Puis, un peu trop grande. Tu as des questions jusqu'à date? On a une bonne layer de fait? Donc, pour les gens qui utilisent de la nette fraîche, vous pouvez facilement mettre un autre tige ici, parce qu'elle ne va pas monter à la surface comme les autres. Ensuite, on va faire un autre layer de carotte si vous faites deux layers. Et les autres bouts. Je veux dire, c'est comme le fun. Faire ça, je me sens comme si je suis sur ma propre cooking show. Je faisais ça beaucoup quand j'étais jeune. Je faisais ça en blanc. Et là, c'est comme en vrai. Ah, je vois qu'il y a une question. Is there any particular reason for... Est-ce qu'il y a une raison donnée pour mettre deux couches? Est-ce que c'est une question de préférence? Oh, c'est tout à fait ma préférence. J'aime bien les avoir un peu petits morceaux. Je peux les mettre dans les collations des enfants, mais si vous voulez faire longue, c'est comme vous voulez, c'est selon ce que vous préférez. C'est comment vous allez les consommer. Comment vous aimez les consommer. Les asperges, par exemple, des haricots. Je les laisserai pas mal longues, mais pour les carottes, je vais faire deux couches. Mais c'est pas nécessaire. Et avec ça. Là, on peut voir, là, ça s'en vient vraiment entassé. J'ai déjà fait des rondelles aussi de carottes au lieu des bâtonnets. C'est ça, j'en avais fait pour genre des petits cadeaux pour le mariage à ma sœur. C'est ça qu'on avait fait pour des petits cadeaux pour les donner. Ça, c'était vraiment le fun. Ça, c'était bien. Mais pour faire des petits pots comme ça, je trouve que c'est bien en bâtonnet. On a un cochon d'Inde à la maison. Je pense qu'il va aimer avoir une petite collation de carottes aujourd'hui. Bon.
Des fois, la deuxième, on va en faire une deuxième. Ça va être un peu plus difficile de les rentrer. Il faut vraiment juste les casser un peu. Ensuite, pousser avec soit le pouce ou encore une cuillère en bois. Ou si vous avez des outils spéciaux à la fermentation, c'est sûr que ça se trouve. Quelque chose aussi qui se fait très bien. Mais c'est vraiment l'important d'essayer d'en mettre le plus possible pour éviter ces petits endroits-là pour que l'oxygène rentre. C'est vraiment ça qui est clé. C'est quasiment comme Tetris. Oh! Et c'est ça comme il faut. Et voilà. Is there any way to seal your ferments? C'est une façon de sceller les ferments pour les mettre sur l'étagère sans tuer les bactéries, ou est-ce qu'on doit laisser au frigo? Oui, on doit laisser au frigo, mais ils doivent être si vous avez un entrepôt froid, vous pouvez rester là, une chambre froide. Éventuellement, ils vont stabiliser, ils vont arrêter de fermenter parce ils vont consommer toutes les grandes composantes, les glucides complexes et les sucres. Et la fermentation éventuellement va se terminer. Et cela fait qu'ils sont un peu plus stables sur l'étagère. Mais il est recommandé de les dans une chambre froide, à disons 5 degrés, ça pourra fonctionner. Et dans ce cas-là, j'augmenterai le sel au montant maximal. Surtout, vous voulez garder pendant un an. Mais au frigo, moi, j'ai des ferments qui sont tellement vieux. Ce bocal-là, ça fait 3 ans. C'est du chou-fleur au curry. C'est vraiment tellement bon. C'est comme si c'était frais. Ça va. J'ai de la moutarde que j'ai depuis bien longtemps. Si vous les gardez au frigo, ça va, mais je vous suggère quand même. Par exemple, voilà, ce sont des cornichons. J'essaie une nouvelle recette. Les enfants n'ont pas beaucoup aimé. D'habitude, ça sera parti. Vous voyez combien il y a d'espace là? Comme au fur et à mesure qu'on les a mangés, le volume des légumes a diminué et la saumure ne monte plus jusqu'au fait. Je vais devoir les transférer dans un bocal plus petit afin qu'il n'y ait pas autant d'oxygène. C'est quelque chose, si vous allez garder des ferments, vous allez faire un lot et vous voulez que les sauver pas d'une année à l'autre. Ça c'est de septembre. Mais disons que c'est d'une année à l'autre parce qu'il y a de l'oxygène. Vous voulez les mettre dans un bocal plus petit pour les garder frais plus longtemps. Il n'y a pas de moisissure par-dessus. L'odeur est bonne, mais ça sera sage de les mettre dans un bocal plus petit afin d'éliminer la... For your information. On peut compléter la recette pour avoir le temps pour nos activités de la fin. Parfait. Parfait. J'attendais juste voir si les gens avaient fini. Donc, les pots carottes sont prêts. C'est bien simple. On va juste donner un autre petit brassage à notre saumure. Faire sûr que le sel est dissous. Il va y avoir la saumure de surplus. C'était juste plus facile pour le ratio. On verse ça dans notre pot. On veut les submerger. Donc, aussi, c'était recommandé d'avoir soit une feuille de chou ou un petit sac Ziploc. Ça, c'est pour faire sûr qu'il n'y a pas d'oxygène qui... Oh, excuse. Faire sûr qu'il n'y a pas d'oxygène qui va se rendre. Donc, tu vois, j'ai mis de l'eau jusqu'ici. Ensuite, je vais prendre ma feuille de chou. Celle-là aussi, je l'ai rincée. Il y a des petits bouts moins frais, on veut les enlever. Je vais la plier en deux. Et vraiment, c'est juste à la mettre. Puis,
Qu'est-ce que ça là-dedans? Comme ça. Ensuite, elle ne bougera pas. On peut mettre encore un petit peu plus de saumon sur le fait. Et ensuite, on la scelle. Et c'est tout. C'est comme qu'on peut voir, la nette a déjà même commencé à monter. Donc, c'est là que c'est important de la garder dans le fond. Moi, les premiers jours, je mets d'habitude un contenant ou un linge en dessous parce que quand le jus des légumes va sortir, quand tu vas le rouvrir, ça se peut qu'il y ait un petit peu de saumure qui coule. Je vais mettre dans le chat mon compte Instagram où quitter mes ferments. Sentez-vous libre d'aller explorer là-dessus. Il y a des bouts de drôles où mes peaux explosent. Presque, mais pas tout à fait. Puis plein de recettes, puis des choses là-dessus. Donc, c'est ça. S'il n'y a pas d'autres questions, Maïna, c'est à toi. Moi, j'ai fini. C'est tout. Fait que bonjour. Vous voulez l'ouvrir? Le gaz va sortir, mais d'ici 2 jours, vous allez commencer à avoir des belles bulles, là. Wow, thank you so much, Jen.